S'il vous plaît. Avant de donner la parole à ce panel tout à fait exceptionnel et de remercier aussi Monsieur le ministre de sa présence parmi nous, dire quelques mots en hommage à un très grand entrepreneur français, à un homme qui a eu à la fois l'intuition et la vision, qui tout au long de son parcours a su combiner modestie et audace, et qui, d'une manière unique, a eu le talent, dans son groupe, dans son entreprise, de mêler la tradition et la modernité. Cet homme nous a quittés il y a quelques jours. C'était un des plus grands entrepreneurs français. Je crois que nous tous, entrepreneurs, et vous tous aussi, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous aimez l'esprit d'entreprise. Ensemble, nous garderons longtemps dans notre esprit sa mémoire. Et je crois aussi que ce qu'il a apporté à notre pays, à son économie, sera là pour longtemps, longtemps. Alors pour rendre hommage clairement au nom de tous les entrepreneurs réunis ici à l'Université d'été du MEDEF, je voudrais qu'on réserve un tonnerre d'applaudissements au groupe Ricard, représenté ici par toute une équipe qui, depuis des années, sponsorise l'Université d'été. Et en les remerciant, nous saluons Patrick Ricard ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde qui s'intègre dans la thématique générale de ces universités d'été, thématique générale qui est intégrée. Et donc le sujet que nous allons traiter maintenant est l'autorité, trop ou pas assez d'autorité. Vous en conviendrez tous, c'est un thème à la fois large, essentiel et d'actualité. Large, c'est toute la question de l'autorité dans une société démocratique comme la France, avec ce que l'on considère souvent comme une certaine crise de la démocratie, de toutes les institutions, la politique bien sûr avec l'abstention, mais aussi l'école, les églises, les syndicats, la perte de repères des jeunes. Autorité également, bien sûr, sur tout ce qui concerne la sphère économique et sociale, autorité, concertation. Et puis, autorité, on peut aussi, bien évidemment, il faut aussi l'entendre sur le plan international, avec la question de l'autorité, en particulier des régimes justement autoritaires, voire des dictatures. Et face à ces régimes, eh bien, le rôle des institutions internationales, l'attitude que doivent adopter les États démocratiques. Donc un thème large, un thème essentiel, avec ces concepts d'autorité, d'adhésion, de contrainte, de consensus. Eh bien, on touche au fondement de la démocratie, notamment de son développement et de son avenir, démocratie et mondialisation. Et puis enfin, un thème d'une actualité brûlante. On peut le voir aussi bien pour des pays comme le nôtre, avec la grande crise économique et les réformes à mener, autorité, consensus, et puis bien sûr au plan international avec les suites du printemps arabe d'il y a quelques mois et aujourd'hui même la guerre civile en Syrie. Alors pour en débattre, 9
grandes personnalités autour de moi. Je vais les présenter en commençant par la droite, dans l'ordre. Dimitris Tsitsiragos est le vice-président de l'IFC, la Société financière internationale. Elle fait partie du groupe de la Banque mondiale et M. Tsitsiragos est chargé en particulier de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. À ses côtés, Madame Lula Zaklama, qui est présidente du groupe de communication RADA au Caire et donc qui a vécu et qui continue à vivre véritablement sur place en direct les événements d'Égypte. À ses côtés, vous avez reconnu Michel Pébro, qui est le président d'honneur de BNP Paribas. À mes côtés, bien sûr, Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. À ma gauche, Pascal Lamy, directeur général de l'OMC. À ses côtés, Diane Ducret, qui est écrivain, essayiste, chercheur, auteur notamment récemment de Femmes de dictateurs. À ses côtés, Dominique Régnier, qui est professeur des universités à Sciences Po et qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. À ses côtés, Randa Kassis, qui est anthropologue syrienne en exil à Paris, mais qui a été présidente de la coalition des forces laïques et démocratiques syriennes et ex-membre du Conseil national syrien. Enfin, à ses côtés, merci pour elle. Enfin, à ses côtés, Raphaël Glucksmann, qui est journaliste, réalisateur, mais comme le journalisme mène à tout, il est aujourd'hui conseiller du président géorgien Saakachvili, notamment sur les questions européennes. Voilà, écoutez, je vous propose d'entrer directement dans ce débat. Débat, je l'ai dit, large, donc, et je propose à chacun des intervenants de faire un premier tour de table, en limité malheureusement dans le temps, parce qu'on veut ensuite pouvoir véritablement échanger, dialoguer, donc limité autour de 5 minutes pour chacun des intervenants. Et comme il faut bien donner la parole à quelqu'un pour commencer, je propose que ce soit Dominique Régnier, politologue, chercheur que tout le monde connaît, peut-être pour justement un tout petit peu cadrer ce débat qui est très large et revenir peut-être un peu sur ce concept d'autorité. Dominique Régnier. Merci. Bon, quelques remarques, chers amis, pour cadrer ce concept énorme qui va nous occuper dans cette discussion et qui est, comme chacun ici le sait très bien, central. Une première remarque pour indiquer que, puisque c'est le thème de ces universités d'été, cher Laurence Parisot, il n'y a pas d'intégration sans autorité. Et poser la question de l'intégration, c'est effectivement poser la question de l'autorité. Une deuxième remarque que je voudrais faire, qui me paraît particulièrement importante, et qui est que l'autorité n'est pas à confondre avec le pouvoir. L'autorité n'est surtout pas à confondre avec l'exercice de la contrainte. L'autorité, cela consiste à faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait spontanément. On peut le faire de deux manières, en utilisant la contrainte purement physique ou bien par l'autorité en obtenant un consentement à l'obéissance. Ce qui suppose, dans l'exercice de l'autorité, de justifier les actes que l'on veut faire accomplir, que l'on croit devoir faire accomplir. Et donc, il y a un vrai contresens à considérer que la crise d'autorité est une crise de la contrainte. L'exercice de la contrainte révèle la crise de l'autorité. Mais ce n'est pas par la contrainte que l'on règle une crise de l'autorité. On règle une crise de l'autorité si on constate qu'il y en a une. On règle une crise de l'autorité en déployant les vraies raisons qu'il y a de se soumettre à l'obéissance, de se soumettre au commandement qui est donné, donc de partager avec l'autorité les raisons pour lesquelles il y a quelque chose à faire. Et donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est probablement moins une crise de la contrainte qu'une crise de la justification ou une crise de l'exercice de ces pouvoirs qui détiennent une autorité et qui ont le sentiment parfois de ne plus véritablement pouvoir l'exercer. Il y a une situation historique singulière que jamais, en tout cas je le crois, jamais l'autorité n'a eu à affronter. L'autorité est un fait anthropologique, il n'y a pas de société sans autorité. Il n'y a même pas de phénomène social, y compris dans les sociétés ou dans les nations, sans qu'il y ait autorité. Mais nous n'avons historiquement jamais connu une telle profusion d'éléments qui altèrent l'exercice de l'autorité.
Je vais bien sûr les lister très rapidement, j'en donne quelques-uns pour indication avant de terminer, puisque le temps indiqué vous a été précisé. D'abord, la question de la langue. Comment dire l'autorité? Et comme vous le savez tous ici très bien, par toute une série de raisons techniques et culturelles, la langue même de l'autorité est aujourd'hui fragmentée, éclatée. Par exemple, l'explosion de l'image et le poids que prend l'image aujourd'hui dans l'acte de parler, par opposition, je dirais, avec l'exercice de l'autorité par l'écrit traditionnel. Je pourrais également citer la relation que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir de plus en plus souvent à ce que dit l'autorité, qui ne passe plus par la simple lecture ou la simple audition, mais des interfaces tactiles, vocales, gestuelles, qui n'ont jamais été imaginées par ceux qui exercent l'autorité. Et donc un changement radical. Par la quantité de paroles aujourd'hui que notre société planétaire produit. Évidemment, comme vous le savez, nous n'avons jamais produit autant de textes, autant d'images, autant de récits, autant de discours. Cette espèce d'océan discursif eh bien, rend plus compliqué la production d'un discours qui peut faire autorité. La deuxième série de causes, c'est l'interlocuteur, celui qui reçoit le commandement n'est plus du tout le même. Ça a été dit tout à l'heure, notamment par le président de Klerk, de façon à la fois puissante et très belle. Les individus, de plus en plus souvent, nous le savons également, appartiennent à plusieurs mondes, reconnaissent plusieurs loyautés, les enchâssent, les hiérarchisent, et chacune de ces loyautés est liée à une forme d'autorité. Elles ne sont pas toujours harmonieuses entre elles, il y a des formes de concurrence, de compétition. Il est très difficile aujourd'hui, dans un monde où la multi-appartenance est de règle, il est très difficile d'exercer une seule autorité, autorité par l'identité, par la religion, par la préférence politique, etc. etc. Qui sont aujourd'hui les figures de l'autorité? On pourrait les lister, elles sont toutes en crise et pour des raisons différentes. L'entrepreneur, le politique, le religieux, le savant, ce serait une liste qu'il faudrait bien sûr détailler. Les symboles de l'autorité, les rituels de l'autorité. Comment exprimer aujourd'hui la magie, le charisme de l'autorité? C'est une question d'autant plus difficile, et je voudrais terminer par là, je ferai à peu près 5 minutes, qu'il y a, comme vous le savez bien, comme nous le voyons, une sorte d'énorme machine permanente à destituer les autorités par les moyens nouveaux de la communication qui contiennent des éléments d'un progrès considérable, mais en même temps, par l'extrême visibilité, l'extrême proximité, l'extrême accessibilité, contredisent ce que l'autorité réclame comme distance, comme charisme, comme supériorité pour pouvoir s'exercer. Et le dernier élément que je soulignerai, et qui est à mon avis le fondement de la crise de l'autorité aujourd'hui, c'est la situation révolutionnaire dans laquelle nous nous trouvons, historiquement, où tout est inédit, si bien que les autorités sont toutes prises en défaut ou bien de compétences à tel moment, ou bien de compréhension, parce que le monde est devenu très complexe et très différent, et donc ont plus souvent tendance à exprimer une forme de désarroi qu'une forme de certitude. Merci Dominique Régnier. Vous parliez de situation révolutionnaire. Je vous propose d'écouter maintenant Madame Lula Zaklama, qui est donc présidente du groupe de communication Rada au Caire et donc qui, j'imagine, va nous parler de ce qui se passe et ce qui se passe depuis plusieurs mois maintenant en Égypte avec la révolution égyptienne. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de MEDEF de m'avoir invité à participer à ce panel de si haute distinction. Je vous demande pardon si pendant mon interprétation, je veux parler un peu en anglais, je veux dire quelques mots en anglais parce que le français, ce n'est pas ma première langue. Alors, je vais sauter. Et on vous remercie de vous exprimer en français, ce qui est déjà un bel hommage pour nous. Merci. Bon, je viens de l'Égypte, le cœur du printemps arabe. Comme le proverbe arabe le dit, mes mains sont au feu. Et je vis chaque moment de la révolution du 25 janvier avec ses conséquences positives et négatives. Le monde entier a été concentré sur l'Égypte depuis janvier 2011. Ce qui a commencé en Tunisie et en Égypte, que les jeunes se sont révoltés contre les dictateurs, se transfère à livrer le pouvoir dans les mains des islamistes politiques. Une surprise pour nous tous, c'est la Libye, qui est un cas différent, où les libéraux ont emporté la majorité pour le moment. Nous,
en Égypte, nous avons eu notre part de dictateurs depuis le premier pharaon il y a 7000 ans. Mais permettez-nous d'analyser comment un souverain devient-il un dictateur. Souvent, la plupart des dictateurs ne sont pas nés des dictateurs. C'est la culture, les gens autour d'eux, la manque de communication, la manque de la beauté de l'écoute à leur peuple qui les transforme au fil du temps de devenir des dictateurs. Gouvernant seuls, one-man show comme on dit, ou femmes, n'écoutant plus le peuple ni les conseils des sincères autour d'eux. Et le concept d'autocrate est adopté. Cela peut conduire, dans plusieurs cas, des dictateurs qui forment des pactes ou des alliances perverses basées sur leurs propres agendas, avec un conséquent assez négatif pour la démocratie. Ce qui m'amène à mon domaine d'experte, l'importance de la communication, ou plutôt, je peux dire, le manque de celle-ci dans notre région et surtout en Égypte. Notre ex-président Moubarak, dans ses premières années de présidence, était un souverain humble, modeste et très proche de son peuple. Alors que les années passent et sous l'influence des gens autour de lui, avec leurs propres agendas, il a commencé le parcours du one-man show, isolé de son propre peuple. Les dictateurs, en général, vivent dans un état d'isolement, n'écoutant pas la voix du peuple, l'homme de la rue. Ce qui les mène à sous-estimer les mouvements puissants qui conduisent à des révolutions et par conséquent le renversement de leur régime. Permettez-moi de vous donner l'exemple de la révolution égyptienne en ce qui concerne la communication. Moubarak a sous-estimé la puissance, la révolte, la gravité des demandes. Il vivait dans un état de déni et il n'a pas communiqué pendant les 3 premiers jours de la révolution. Il était complètement en déni. Et puis, finalement, après 3 jours, il a parlé pendant 40 minutes et il n'a rien dit. Comme vous dites en français, il parle beaucoup pour ne rien dire. Eh bien, mes chers amis, la question qu'on se pose, s'il avait bien communiqué, et surtout immédiatement, en répondant aux demandes, son destin aurait-il été différent? Moi, personnellement, je dis certainement oui. Bon, faut-il négocier avec un dictateur? Pourquoi pas, mais seulement sur des bases solides et définitives, bien définies, que le dictateur doit partir. Mes chers amis, ni les embargos, ni les interventions militaires ont réussi à résoudre les problèmes à court terme. Seule la puissance de la communication diplomatique, basée sur la réalisation des promesses, peut produire des résultats positifs. La hausse de la morale consciente, fondée sur des valeurs, est un élément essentiel pour résoudre les problèmes. L'avenir du leadership, qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership est défini comme suit: vision et action. Une vision sans action est un rêve, mais une action sans vision est un cauchemar. Oui, nous devons soutenir nos souverains, mais ils doivent mettre en œuvre leurs promesses. Ils doivent communiquer avec nous leur vision, leurs actions, avec honnêteté, réalisation des promesses et surtout la transparence et la responsabilité. Ce n'est certainement pas facile pour la gérance des dictateurs de ce monde. Ils détestent le changement. Ces souverains ne peuvent pas faire face aux réalités d'accepter le changement, qu'ils le veuillent ou pas. En conclusion, le titre de la session, quand il est trop ou manque d'autorité, eh bien, moi, je n'ai pas de réponse absolue. Mais ce que je peux dire, il faut y avoir assez de puissance pour imposer les règles de la loi, pourtant ne jamais négliger les facteurs fondamentaux de l'humanité,
dont tous les citoyens de ce monde en ont le droit. Merci de votre écoute. Merci. Puisque nous sommes, la discussion est partie sur les dictatures, on est bien évidemment, me semble-t-il, obligé de nous tourner vers la Syrie et demander à rendre